maintenant, si nous spoilons, bah moi j'ai bien aimé le fait que le film démarre de façon intimiste, ça m'a un peu surpris. En fait, c'est la séquence où ils apprennent que Sue est enceinte, en fait, la scène d'intro du film, c'est même pas une scène d'action, c'est ils mettent cette scène-là avant l'introduction de l'équipe avec ce gros montage télévisuel, ce que j'ai plutôt trouvé intéressant. Et je trouve qu'ils ont bien fait le bon compromis entre ne pas faire un film sur les origin story des 4 Fantastiques parce qu'il y a déjà eu 2 films sur ça, mais quand même les raconter dans une intro de 10 minutes parce que c'est pas non plus des films populaires au point à ce que tout le monde sache d'où ils viennent, quoi. C'est que Superman, pour te dire que c'est le héros le plus fort du monde, on te met des lignes de texte au début du film, et en fait, dès que tu vois la première fois il se fait casser la gueule, les 4 Fantastiques, avant qu'ils vivent un échec dans le film, t'as le droit à toute une intro télévisuelle qui récapitule qui ils sont, mais en nous montrant leur moment de gloire, en fait. Ce qui fait qu'on ressent beaucoup plus le sentiment de défaite des 4 Fantastiques et le sentiment d'héroïsme de leur part que dans Superman. Où Superman, en fait, on s'appuie sur le fait qu'on connaisse le personnage tout court et pas la version de Colin Sweat pour se dire « Ah merde, le mec le plus fort du monde se fait casser la gueule, quoi. » Là, dans ce film-là, comme tu les vois gagner dans la scène d'intro, dans leur petit combat, bah tu ressens plus le poids qu'il y a quand Galactus menace de prendre leur enfant, quoi. Tu ressens plus la défaite, parce que t'as vu les victoires passer, et sur des personnages tout de suite en confiance, la proximité, voilà, c'est intéressant, mais c'est pas non plus du grand cinéma. Enfin, c'est comme dans Superman, c'est des héros qui sont déjà instaurés, que tu le découvres, quoi. C'est vrai que oui, il est intéressant de voir. Avec cette intro qui est présenté par l'acteur Mark Gatiss, qui est le co-créateur des derniers Doctor Who et de Sherlock, et qui a joué dedans d'ailleurs, qui fait bien le taf. Et du coup, dans cette intro-là, comme je te dis, il y a plein de refs aux comics, puisqu'on te montre qu'il y a un dessin animé en leur nom, il y a le petit caméo des 4 Fantastiques de 94 qui sont dessus, et d'ailleurs, ils ont représenté, d'ailleurs, c'était drôle parce que t'avais vu la publicité où ils avaient refait la cover du premier comics avec le monstre de l'homme taupe, qui était dégueulasse, la pub de pizza, là. En fait, c'est pas du tout ça qu'on a dans le film, c'est un autre plan beaucoup plus réussi, beaucoup plus finalisé. Où du coup, ils ont reproduit le panel, la cover du premier comics 4 Fantastiques, où les 4 Fantastiques affrontent le Giganto, le monstre de l'homme taupe. Ah, ça vient un truc. Du coup, et d'ailleurs, ils leur ont donné des costumes noirs et bleus, donc comme premier costume, qui était leur premier costume des comics avant de passer au blanc et bleu. Okay. Et Paul Pascal a mis des photos sur Insta pour montrer qu'ils les ont portés pour des scènes, alors que là, c'était clairement une séquence en CGI, donc ça se voit qu'ils ont coupé des scènes. Ça se voit que je pense que l'affrontement avec l'homme taupe, je pense qu'ils ont coupé un affrontement entier avec l'homme taupe parce que l'homme taupe on n'a pas le temps de le voir. Et pareil, on a des morceaux, on a que des morceaux en fait. On a des morceaux de la séquence où Reed Richards affronte un babouin qui fait partie de la séquence avec John Malkovich et le Red Ghost qu'ils ont coupé aussi. Et puis ils ont évoqué d'autres méchants, ils ont évoqué le penseur fou, que c'est un grand méchant des 4 Fantastiques, qui a créé un androïde qui est méchant. Ils évoquent Diablo, qui est un méchant immortel, qui est une espèce d'alchimiste qui crée des produits pour rester vivant éternellement et pour devenir une espèce de tyran. T'as Dragon Man qui apparaît dans la scène post-générique, qui est une création de Diablo. Et tu as le Puppet Master, qui est un méchant qui pourrait être cool à voir au cinéma, le Puppet Master. Ce mec qui utilise des poupées vaudou pour contrôler ses ennemis. Donc lui, j'aimerais bien le voir au cinéma, un de ces 4. Donc on sait qu'ils ont affronté tous ces méchants-là, ça c'est plutôt cool d'évoquer le fait qu'ils ont déjà un lore qui existe. Et je trouve ça quand même décevant de faire si peu avec Paul Walter Hauser en homme taupe. Ça se voit je crois, en gros, à la base, durant le combat, il devait y avoir des scènes entre lui et la copine de Ben, qui était aussi réfugiée dans le Subterranea. Mais ils ont coupé tout ça, et ça se voit parce que Paul Walter Hauser, c'est pas n'importe qui, le mec il est partout maintenant. Et là, on lui donne un si petit rôle que ça, ça me paraît surprenant, quoi. C'est que tu le vois vite fait se faire arrêter au début du film, puis tu vois vite fait réagir à la télé à un truc, et puis ensuite il a une seule vraie scène où on voit qu'il est pas copain avec Reed, mais qu'il est copain avec Sue et qu'il accepte de les aider, quoi, c'est tout. Alors qu'en vrai, moi j'ai du mal avec le fait que ton premier film 4 Fantastiques, ce soit un film où ils affrontent Galactus, tu vois. Parce que tu dis, mais du coup, dans le deuxième film, ce sera qui le méchant ? Comment tu vas faire plus fort que Galactus ? J'ai toujours été, oui, Annihilus, ça devient probable. Je suis plus ok sur le fait de faire un film sur des méchants quand même moins puissants que ça, quoi. Parce que, en vrai, l'homme taupe, ça aurait pu faire des trucs cool avec l'homme taupe. Parce qu'avec l'homme taupe, comme on l'évoque au début du film, et c'est pas forcément super développé, en fait, l'homme taupe, il a une civilisation qui le protège, qui est la civilisation souterraine. Et du coup, t'as tout, c'est un peu comme Aquaman, c'est que tu montres que les humains, ils détruisent la civilisation souterraine sans faire exprès quand ils vivent leur vie, et donc ça crée tout un côté éthique de l'homme taupe qui veut se venger de la surface pour faire ses trucs. En plus avec l'homme taupe, tu peux mettre des kaijus qui sortent de la terre un peu partout. Donc je pense que tu aurais pu faire un film intéressant avec l'homme taupe au lieu de juste le montrer 2 plans dans l'intro, quoi. Mais en vrai, ça change de faire de lui un allié des 4 Fantastiques, ça m'a pas dérangé. C'est vrai que j'aurais plus aimé le voir plus important dans le film, quoi. Surtout, ce que j'aime bien son design en mode Costarcrat, en mode représentant de son monde, quand même, mais comme avec ses lunettes un peu kitschounet. Parce que comme il vit dans la surface, il supporte pas la lumière du soleil. C'est pour ça qu'on tamise les lumières dans sa scène. Donc, mais c'est vrai que par exemple, t'as toute la séquence où du coup, t'as les habitants de New York qui sont du coup réfugiés dans le monde souterrain.
ben en vrai, ben, pourquoi tu fais pas des scènes de tension là-dedans en fait? C'est Galactus, à un moment donné, il marche, et ça va foutre des problèmes dans le monde souterrain, et le monde est en danger, l'homme taupe les sauve avec ses kaiju, je sais pas, tu vois, c'est que... Ouais. On t'instaure cet enjeu du peuple qui est en dessous de Galactus, et on n'en fait rien, tu vois. Donc ça m'embête, j'espère qu'on aura toutes les scènes coupées possibles de ce film-là, parce qu'ils ont aussi coupé la scène d'intro du premier trailer. Ils ont aussi coupé... Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont coupé tellement de scènes que la plupart des scènes coupées sont dans le générique de fin, d'ailleurs. Genre, t'as une scène où la chose fait un petit câlin à un chien, qui était dans la bande-annonce, mais pas dans le film, mais dans le générique de fin. Et t'as le générique en dessin, tu vois? Bah non, le générique de fin, en fait, ils mettent des extraits du film. Okay. Et t'as aussi, à un moment donné, t'as Reed Richards qui se fait tirer la joue par un babouin, qui est aussi un truc coupé de la séquence avec le fantôme rouge. Donc c'est marrant de voir à quel point ils ont coupé des scènes, et j'espère qu'on... Il y a aussi la séquence de la bande-annonce où t'as Johnny qui se fait pousser par le surfeur d'argent de l'espace. Normalement, t'avais un gros slow motion sur lui qui tombait, genre. Alors que là, non, direct, t'as un cut sur la scène suivante. Donc j'espère qu'ils vont nous dévoiler toutes les scènes qu'ils ont coupées, parce qu'ils ont bien coupé 20 bonnes minutes du film. Il y a la petite référence à la Latverie, qui est aussi présente, qui nous confirme que Doctor Doom fait bien partie de l'univers des 4 Fantastiques. Donc même si Doctor Doom, c'est Robert Downey Jr., bah c'est le Doctor Doom, c'est leur Doctor Doom à eux. Donc j'ai bien aimé la petite référence à la Latverie qui existe. Et du coup, ça me permet de faire la transition directement sur la scène post-générique, où du coup tu as Franklin qui se fait rendre visite par Doctor Doom, et c'est une scène qui a été tournée par les frères Rousseau, c'est une scène qui a été tournée pendant le tournage de Doomsday. Et donc ils ont confirmé que c'est bien Robert Downey Jr., c'est pas une doublure. Hein. Ce qui veut dire que oui, ces bâtards, ils auraient pu nous montrer sa tronche et sa voix, tu vois. mais ils l'ont pas fait. Bon, on voit quand même sa cape et son casque, mais c'est pas grand chose, quoi. Donc je trouve qu'ils sont quand même très timides sur leur teasing, quoi. C'est vraiment le teasing pour te frustrer, quoi. On verra ce que Robert Downey Jr. fera avec Franklin dans Doomsday, hein. Mais on comprend que Franklin sera l'avenir de la saga, hein. Parce que tout le film est centré sur lui. Shackman a dit qu'il s'est inspiré de 2001, dans le sens où dans 2001 aussi t'as un bébé cosmique dans l'espace. Et là, comme dans le comics, Franklin naît dans l'espace. Donc ça, c'est une scène qui était très cool, en vrai, la séquence de naissance dans l'espace, où en parallèle, ça faisait très comics, hein. Ça fait très Jack Kirby, encore une fois, t'as une scène de course-poursuite dans un trou de verre, où t'as le temps et l'espace qui se tordent, et ensuite la course-poursuite se termine sur un trou noir. Donc ça fait très comic book, comics, Jack Kirby, avec surtout avec le surfeur d'argent qui surfe sur les trous noirs et tout. Donc ça, c'est assez cool. L'un des défauts que j'aurais évoqué du film, c'est la temporalité. C'est qu'on sait que les 4 Fantastiques sont là depuis 4 ans, on sait qu'il se passe 1 an à la fin, parce qu'ils fêtent leur 5e année dans l'émission à la fin, et on sait qu'en plus il se passe encore 4 ans pour aller à Doomsday, donc ça fait 9 ans qu'ils sont les 4 Fantastiques, et on sait que ça fait 1 mois qu'ils étaient dans l'espace, parce qu'ils le disent à un moment donné, ce qu'on ressent pas du tout dans le film, mais c'est parce qu'il y a une dilatation temporelle, en fait. Comme dans Interstellar, en fait, pour eux, 2 secondes a paru 1 mois, tu vois. Okay. Donc, mais par contre, on sait pas combien de temps Galactus a mis pour venir, en fait. Exactement. Parce qu'on voit que le temps a passé, on voit que lui, il a la barbe qui pousse, on voit que la surfeur d'argent a dû aussi passer 1 mois pour sortir du truc. Donc je pense qu'il se passe au moins bien 6 mois, et en plus, ils ont dû créer tous les trucs de téléportation pour téléporter la Terre. Donc je pense qu'il se passe bien au moins 6 mois. Avant que Galactus arrive. Et c'est vrai que comme le film passe tellement vite, j'aurais aimé qu'on ressente plus ce poids de la menace qui arrive lentement, tu vois. Je trouve que comme le film va vite, on ressent pas cette temporalité. Exactement, il arrive en 2-3 cuts, quoi. Ça fait que tout va vite, quoi. Ouais. Ça va très vite, oui. Donc ça, c'est un défaut que je reprocherais, c'est le côté temporel, qu'on n'a pas d'indicateur temporel, quoi. Qui enlève un peu de la tension, où tout va vite et tout va dans là où le scénario veut qu'on nous mène, quoi. Ce qui est aussi là, et puis du coup on a le surfeur d'argent. Ce qui est marrant, c'est qu'on dit qu'elle est moins développée que Norrin Radd, mais elle a des flashbacks. Du coup, pour le coup, on la voit humaine et tout, on rentabilise quand même Julia Garner dans le rôle. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, elle a clairement les mêmes origines que Norrin Radd, mais on dit pas qu'elle a un mari, parce que si elle a un mari, c'est clairement Norrin Radd. Ce que je trouve marrant, parce que Norrin Radd, je pense qu'ils vont quand même le garder pour plus tard. Je pense qu'ils vont quand même l'introduire à un moment donné. Mais oui, elle a un flashback, et d'ailleurs, c'est un reshoot qui a été tourné genre 2 mois avant la sortie du film. Donc je pense que les scènes de screen test étaient pas assez émouvants sans les flashbacks, et donc ils ont quand même casé les flashbacks en tournage. Donc ça, c'est marrant. Mais ça, le surfeur d'argent, comme on l'a dit, c'est les mêmes... en fait, les gens m'ont fait rire en disant ça, c'est qu'en fait, ils ont changé de sexe pour que Johnny ait envie de la baiser. C'est ça l'argument, genre. Mais en fait, ils ont réussi à faire quelque chose de plus profond, c'est que Johnny, se sert d'elle pour montrer que lui aussi veut sauver son monde, et arrive à retranscrire son langage alien. Parce que du coup, on utilise le fait que Johnny a envie d'aller dans l'espace. On n'est pas du tout sur un dragueur, on est plus sur un nice guy. Bon, c'est sa réputation, mais il le fait pas dans le film, tu vois.
C'est un Je peu trouve ça. pas, parce que dans le film, il y a un côté je tombe amoureux. Un peu, oui. Mais... C'est pas du tout un drague. Après, c'est pas, on est en 2025, on peut pas non plus faire ce que faisait Chris Evans, c'est un peu là, c'est plus chill. Ouais. On va dire, mais bah, c'est l'époque aussi. Pour ça, je trouve que la séquence où vraiment elle crie de rage, elle crie de tristesse, de traumatisme, je trouve que ça marche bien. Surtout t'as ce plan où t'as Johnny qui vole, en fait, t'as un plan qui est coupé en deux, où t'as la surfeuse d'argent qui est dans l'espace, et Johnny qui a la terre derrière lui, qui fait beaucoup le dieu, l'homme qui touche Dieu de Michel-Ange, donc qui est très symbolique, qui marche bien dans le symbole aussi. Mais c'est vrai que le personnage a le même développement où elle aussi va se retourner contre Galactus, sauf que elle débarque en mode Deus Ex Machina, à la fin sans prévenir, alors que Johnny était sur le point de se sacrifier. Deux fois dans le film, Johnny veut se sacrifier dans le film d'ailleurs. Donc on montre que tout le monde est prêt à mourir pour la famille dans ce film aussi. Et du coup, elle débarque, elle pousse Galactus et on sait pas ce qu'elle devient. Donc c'est vrai que je trouve ça aussi dommage comme le film va straight to the point, à la fin, on n'a pas de petit épilogue, on sait ce qui est arrivé à Galactus ou à Surfeur d'Argent. Mais oui, je suppose, c'est sûr qu'ils vont revenir à un moment donné, on verra ce qu'ils en font, mais c'est sûr que les deux reviendront à un moment donné. Galactus, pareil, je trouve que Galactus, il a une bonne iconisation, dans le sens que Galactus, au début, on l'entend du biais du surfeur, de la surfeuse. Ensuite, personne ne sait qui il est. Et ensuite, première chose que tu vois avant de voir Galactus, c'est lui qui dévore une planète. Donc je trouve que c'est une bonne iconisation du personnage de montrer la destruction d'une planète. Donc en mode foreuse, du coup, c'est que du coup c'est son vaisseau qui joue la foreuse sur la planète. Okay. Et ensuite t'as les câbles, t'as l'alimentation de la planète qui va sur ses câbles et qui l'alimente lui, justement. Ah ok, donc en fait il mange assis sur son siège. Il mange assis sur son siège, ouais. Je pensais. Et j'ai bien aimé le fait que Galactus, on montre quand même que c'est un personnage qui est maudit en fait. C'est un personnage qui en a marre de sa condition, qui en a marre d'avoir faim éternellement. Exactement. Et c'est un personnage qui fait ça pour survivre en fait. C'est comme dit le surfeur d'argent, c'est que Galactus existe avant l'univers, c'est un objet universel tout en tant que les étoiles, c'est qu'il n'y a pas d'univers sans un Galactus en fait. Ce qui fait que Galactus, justement, c'est son enjeu, c'est que si Galactus veut sortir de sa malédiction, faut créer un nouveau Galactus en fait, parce qu'il peut pas ne pas avoir de Galactus. Et d'ailleurs, il y a une version des comics où Franklin devient le nouveau Galactus, d'ailleurs, il devient dans la Terre X, de ce que j'ai vu, et il devient le nouveau Galactus, et justement, il devient plus ou moins un méchant dans ce truc-là. En vrai, j'adorerais qu'à l'avenir du MCU, Franklin devienne Galactus. En termes de dilemme, ça peut être super intéressant. Parce que du coup, il veut voler le bébé, et du coup, ça crée un dilemme super intéressant, parce que tous les héros, tout le peuple qui adore les 4 Fantastiques, qui ont du merchandising 4 Fantastiques, tous les enfants, etc., là, d'un coup, ils détestent les 4 Fantastiques, parce qu'ils sont prêts à sauver leur bébé et à laisser la Terre mourir, en fait. Et tu dis, en tant que pur humain, c'est une réaction tout à fait normale de sauver ton bébé, mais en même temps, t'as toute l'humanité derrière qui est contre toi, quoi. Donc même si j'ai trouvé ça un peu niais et un peu facile, j'ai trouvé le discours de Susan Storm, tu vois, je trouve que c'était vraiment le bon vieux discours de film de super-héros inspirant, tu vois. C'est oui, tu vas pas, en vrai, jamais ça marche, tu vois. Jamais tu convaincs le peuple en faisant un petit discours, tu vois. Mais comme là, t'es dans un univers utopique, course spatiale, je trouve que dans l'univers de ce film-là, ça marche, tu vois. Le discours sur la famille, sur l'humanité que propose Susan Storm. Et donc je trouve que le DM marche très bien, et je trouve on aurait pu en faire plus quand même sur les médias qui critiquent les 4 Fantastiques, mais je trouve qu'on en fait quand même bien assez, notamment sur les photographes qui les prennent en photo quand ils arrivent, qui sont jaloux, qui sont en colère contre eux, la foule qui font des manifs en face de leur building aussi. Donc je trouve quand même que c'est quand même suffisamment développé pour créer cet enjeu du peuple qui est contre eux quand même. Donc je trouve que ça marche bien. Et Galactus, comme on l'a dit, je trouve que c'est un vampire en fait. Galactus, c'est un vampire en fait. Il se nourrit, il fait ça pour survivre. Et je trouve qu'on ressent bien dans le jeu de l'acteur et on ressent bien dans son physique, c'est que même c'est même pas un humain à 100%, c'est qu'il a des lignes un peu partout sur son visage pour montrer que c'est un peu un objet ancien. Et donc c'est un personnage qui aurait mérité plus de scènes. C'est que j'aurais bien kiffé un flashback de lui quand il était un humain avant le Big Bang, par exemple. C'est que c'est un personnage qui dit les phrases qu'il faut pour qu'on comprenne qui il est, mais sans plus. On va pas dans la difficulté. Comme le surfeur d'argent non plus, on va pas dans la difficulté non plus, on va dans ce qui est simple. Mais Galactus, comme j'ai dit, je trouve qu'il est bien iconisé dans le combat final quand même, c'est qu'on a vraiment des plans où t'as sa silhouette sur Franklin par exemple, on joue sur son ombre noire et ses yeux. J'aime le fait qu'il ait quand même des pupilles en dehors de ses lumières, ce qui l'humanise lui aussi, c'est que t'as des gros plans de pupilles en face des 4 Fantastiques qui montrent qu'en fait c'est un humain géant. Donc limite c'est flippant parce que c'est pas un alien à proprement parler, c'est un humain géant dans ce côté-là. Ouais, je vois.
Et en vrai, du coup, ça crée des plans assez forts, parce que t'as un géant comme ça qui prend un bébé, quoi. Donc en termes d'enjeu, je trouve que c'est un personnage qui fonctionne bien. Et oui, il y a un côté très Godzilla, c'est que le mec, il atterrit sur l'eau. Donc il y a un côté donc, dans la mise en scène, il y a un côté de tsunami déjà, où on voit l'eau qui se renverse sur la ville. Donc on voit déjà le côté catastrophe climatique naturelle qu'il représente. Puis on a la mise à échelle qui est marrante avec le fait qu'il regarde la Statue de la Liberté aussi. Et donc t'as le combat final avec lui qui fonctionne bien. Et c'est là qu'on peut évoquer le fait qu'on en fait. En fait, la chose, en fait, le seul arc de la chose, c'est juste de dire sa phrase culte, en fait. Donc en anglais, c'est It's Clobbering Time, du coup. Parce qu'en dehors de ça, la chose, il a une relation love interest avec Rachel Roseman, elle s'appelle, le personnage de Natasha Lyonne, qui aussi est une putain d'actrice qui a très très peu de scènes. Ça change de la relation amoureuse qu'il a avec Alicia Masters dans les films, dans la relation des comics d'habitude. Alicia Masters, je pense qu'ils ont voulu changer de relation parce qu'Alicia dans les comics elle est aveugle. Et je pense qu'ils ont voulu sortir du délire du comme elle est aveugle, elle sait pas à quoi il ressemble, donc elle est amoureuse de lui, tu vois. Ce qu'on peut trouver un peu comme déplacé comme idée, alors que elle c'est une vraie femme qui a pas de handicap, elle pourrait l'aimer comme il l'est physiquement, quoi. Mais comme ils ont jamais fait de payoff sur la relation, c'est que jamais on les voit véritablement être amoureux à la fin, ça servait à quoi en fait? Ça se voit qu'ils ont coupé toutes les scènes d'amour qu'il y avait entre les deux, ce qui fait que malheureusement cette scène fonctionne pas. Et t'avais cette scène de synagogue où ils auraient pu jouer. Tu vois, il y avait cette scène que j'ai vue dans Man of Steel, où tu as Clark qui va à l'église après que Zod ait annoncé sa venue, tu vois. Et tu as Clark qui est en train d'avoir des questions sur la foi. Et en vrai, on aurait pu totalement faire ça avec la chose qui est juif. Et lui qui va à la synagogue et qui dit ouais, je viens pour prier, je viens parce que en fait. T'as Galactus qui arrive, on sait qu'il y a des sectes qui se sont créées par rapport à son arrivée, c'est littéralement Dieu qui va détruire la Terre. On aurait pu développer des idéaux un peu plus religieux dans ce délire-là aussi. Avec la synagogue, je dis ça parce qu'il y avait une scène là-dedans, il y avait l'opportunité qu'ils auraient pu la faire, mais ils l'ont pas faite malheureusement. Tu vois, c'est un peu comme Moon Knight. Moon Knight il est juif, mais il l'est parce qu'il est dans les comics. Il n'y a pas d'apport narratif dans la série aussi, tu vois. Après moi je suis pas d'accord, je pense que l'idée de faire une vraie femme... qu'il l'aime pour son physique, c'est ridicule, ça vient censurer et encore une fois être pour l'ouverture. Là pour le coup ça c'est le truc le plus wokiste du film, tu vois, parce que ça n'a aucun sens. Une femme ne va jamais t'aimer si t'es un 0 sur 10. Après pas que le physique, il y a aussi la personnalité, tu vois. Mais... Non mais la femme voit le physique avant tout. Ouais. Enfin, pas avant Après, tout, c'est aussi une célébrité. Il y a de ça, je suis d'accord, mais c'est beaucoup plus plausible qu'elle soit aveugle. Pour moi, c'est une super idée dans le comics qu'elle soit aveugle. C'était elle dans les films de 2005. Exact, la métisse, là. Ouais. Je m'en souviens. Je savais pas qu'elle était aveugle dans les... Quand j'étais gosse, je le savais pas. Quand on les a revus il y a pas longtemps, j'ai remarqué. J'avais pas remarqué. J'avais pas remarqué non plus, c'est complètement con. Je dirais pas. Mais oui, pour moi, c'est très bien écrit, tu vois. Pour moi, c'est un peu aseptisé que de faire ça, et c'est pas la réalité. Ouais. C'est ça que j'aime pas, c'est qu'on déforme la réalité. Je dis pas que c'est impossible, mais faut pas mentir non plus. Après, Ken Feige a dit qu'il était très pro-woke en interview il y a pas longtemps. Non, mais bien sûr, il va pas te dire le contraire. Oui, bien sûr. Mais ça, on s'en fout de ce qu'ils disent les gens. Mais parce que évidemment, ces mecs-là ne pensent pas ce qu'ils disent. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas mentir aux gens. Tu prends une femme, elle va jamais, parce qu'elle est une femme, tomber amoureuse d'un aveugle ou d'un mec déformé. Si elle-même n'a pas de trauma, si elle-même n'a pas une valeur qui est déformée, une estime d'elle-même qui est basse, si elle a une estime d'elle-même, plus de ça qu'elle est jolie, terminée, elle va jamais s'orienter vers ce type de personne. C'est impossible, faut pas mentir. Par contre, si elle a une estime d'elle qui est différente, père absent, je sais pas, là par contre, oui, c'est possible, en effet, parce qu'elle ne connaît pas sa valeur. Là où Johnny, il a tout un arc où il retranscrit la langue du surfeur d'argent, et là, lui, il met plus en avant la personne plus que la femme, on va dire, dans son arc à lui, ce qui le modernise, on va dire, par rapport à ce qu'on connaît de lui d'habitude aussi. Donc, ce qui apprend à laisser selon ce que vous pensez. Et l'enjeu du bébé aussi fractionne le couple Reed de Suzanne, où t'as l'un qui est beaucoup plus technique et qui est presque... il veut pas le dire, mais lui, il est prêt à sacrifier le bébé s'il le faut, tu vois. Parce que c'est la seule solution viable pour arriver à leur fin. Là où Suzanne, elle veut pas, quoi. Émotionnellement, elle peut pas. En fait, il est rationnel, c'est tout. Il est rationnel, oui, c'est ça. Donc je trouve que c'est un truc qui est intéressant, mais qui fait qu'à la fin, les deux trouvent une convergence en l'utilisant comme appât, ce qui reste quand même un plan très très particulier. Et tu as cette fin qui m'a beaucoup rappelé le premier Avengers. Où t'avais Iron Man aussi qui était inconscient et qu'on essayait de réveiller à la fin du combat. De quoi tu as Suzanne qui meurt, et là aussi, c'est là que je te dis que c'est vraiment le surfeur d'argent en fait, c'est le même film. C'est que dans le surfeur d'argent, le surfeur d'argent fait la même chose que dans ce film-là, et en plus dans le surfeur d'argent, t'avais aussi Suzanne qui bourrait aussi, et qui était ressuscitée par le surfeur d'argent. Là, cette fois, elle est ressuscitée par Franklin, parce que Franklin
Mais d'ailleurs, j'ai bien aimé, parce qu'en vrai, ils auraient pu nous faire une résurrection avec plein de pouvoirs et d'effets spéciaux de partout. En vrai, ils l'ont fait sobre, donc j'ai plutôt bien aimé. C'est que juste, elle se réveille, bon, avec un petit effet sur ses yeux, mais c'est rien de plus. Donc j'ai bien aimé le fait qu'ils fassent ça de façon assez sobre, sa résurrection. Mais du coup, ça montre que ça crée un enjeu, ça montre que oui, là on te montre que la femme invisible, c'est la membre la plus puissante de l'équipe, clairement. Ouais. Mais qu'elle était tellement puissante que pour battre Galactus, elle est morte, tu vois. Donc Galactus, il est pas battu comme une merde, comme Kang dans Ant-Man, tu vois. C'est que la meuf, elle est morte en le battant, tu vois. Donc, et le surfeur d'argent s'est sacrifié en plus, parce qu'il était même pas complètement ressorti du trou pour le battre. Donc Galactus, il est battu, certes, mais il reviendra, il est pas mort et tout. Mais il est respecté, tu vois. Je trouve qu'il est respecté, la menace est présente. Bon, on aurait peut-être aimé qu'il fasse des choses plus cosmiques, parce qu'au final, grosso modo, c'est juste un kaiju géant, tu vois. Mais le personnage fonctionne bien, et puis j'ai bien aimé les séquences, notamment, parce que comme on l'a dit, il n'y a pas trop de séquences élastiques avec Reed, mais la séquence où t'as Galactus qui le torture et qui le tire. En fait, c'est ce qu'on voulait voir de Thanos, qu'on n'a jamais vu. Ouais. Bah, Thor, il avait fait légèrement avec Thor, dans l'intro d'Infinity War. Ma vision, un peu, quand il le tue aussi. Mais... Ouais, mais normalement, là, le côté plus sadique, tu vois, là, avec Thanos, c'était surtout l'aspect efficace. Ouais. Là, il y a vraiment le sourire, c'est différent, quoi. Bah, je pense qu'il y a un côté terrifiant parce que Galactus est censé être une entité qui a limite plus d'émotion. Parce que ça fait des milliards d'années qu'il fait ça, il s'en bat les couilles quand il bouffe une planète. Et là, on sent qu'il prend plaisir quand même à le tirer, quoi. Donc moi, j'ai bien aimé le fait que on n'a pas fait grand-chose avec ses pouvoirs à Reed. Notamment, j'aurais aimé qu'on joue avec son visage, par exemple, qu'on ait son visage qui soit déformé, mais comme c'est pour Pascal, on l'a pas osé, j'ai l'impression. Et j'ai bien aimé l'effet comme ce qu'en gros, Matt Shakman a dit qu'il s'est basé sur les comics de Alex Ross. Où en gros, Alex Ross, quand il fait les pouvoirs de Reed, en fait, il garde les muscles, le squelette de Reed, en fait. On sent la musculature qui est quand même présente à l'intérieur, et du coup, il est un peu représenté de la même manière, ce qui fait qu'on ressent le côté plus viscéral quand il se fait tirer par Galactus. Ouais. Et d'ailleurs, une petite remarque aussi que j'ai bien aimé, c'est que Reed, lui, dans le combat final, il essaye de battre Galactus de façon intelligente. C'est qu'en fait, lui, il essaye de viser justement son dos, ou dans son dos, il y a toute son énergie qui ressort des planètes qu'il a mangées. Donc, on essaye de battre Galactus de façon tactique, ce qui est quelque chose que j'ai aussi bien aimé dans le combat final aussi. Peut-être faire un peu comique où du coup on te montre que le bébé c'est un peu le centre du film, c'est un peu ça, c'est la vanne du film où ils n'arrivent pas à mettre le siège. Pour moi c'est surtout une vanne qui est là pour te dire que c'est le bébé le centre du film. Et que donc maintenant il fait partie de la famille. Et ça fait très indestructible, parce que les indestructibles c'est pareil, c'est que dans le film Indestructible, tout le film est basé sur le fait que le bébé va naître. Et le bébé est beaucoup plus puissant que tout le reste de la famille. Donc il y a une vibe qui est assez marrante par rapport à ça aussi. Comme je t'ai dit, il y a la deuxième scène post-générique qui te montre qu'ils ont affronté tous leurs méchants version dessin animé. Donc tu vois le fantôme rouge, là, le maître des marionnettes, Dragon Man, etc. J'ai beaucoup aimé l'hommage à Jack Kirby à la fin, avec la citation et la date de naissance et de mort aussi. Et d'ailleurs, oui, il y a des petites références qui sont assez cool dans le film. C'est que du coup, dans la ville, cette version de New York, en fait, on a un magasin qui s'appelle Vendavision, pour l'arrêt parce que Matt Shakman. Et il y a un film qui est diffusé qui s'appelle Fungus. Et Fungus, en fait, c'est les champignons de The Last of Us, donc référence à Pedro Pascal. Et tu as un magazine de BD qui s'appelle Timely Comics. Et Timely Comics, en fait, c'était le nom qu'avait Marvel avant de s'appeler Marvel. Et t'as un petit plan sur eux, quand le surfeur d'argent arrive, où tu vois 2 personnes et des petits dessins qui ressemblent aux dessins des 4 Fantastiques. Et ce sont clairement des amalgames à Stan Lee et à Jack Kirby. Donc je trouve que l'hommage que dans ce univers-là, le Jack Kirby et Stan Lee existeraient entre guillemets en mode 4ème mur. Je trouve que c'est marrant, je trouve que ça marche assez bien dans ce côté rétro qui est plutôt plaisant. Le titre premier pas marche bien avec le combat final où justement Galactus, l'objectif des 4 Fantastiques, c'est que Galactus marche jusqu'au portail, et justement lui s'arrête avant parce qu'il est pas con. Donc l'idée des premiers pas, il y a plein de symboles différents dans l'intitulé global du film. Et voilà, qu'est-ce qu'il reste à dire? Peut-être qu'on aura fini, j'essaye de voir. On a la naissance du bébé qui est sympa, mais qui reste aussi complètement surréaliste. Bon, j'ai bien aimé le fait qu'on montre que Reed Richards est tellement intelligent qu'il peut manager plein de menaces d'un coup, que ce soit le fait qu'il faut battre le surfeur d'argent, et en même temps, il faut assister Sue dans sa grossesse. Donc ça c'est un truc que j'ai trouvé intéressant, mais c'est vrai que le bébé, après, ça reste un film tout public, donc le bébé, la naissance est complètement surréaliste. Le bébé est tout propre quand il naît, on coupe le cordeau hors champ, il pleure pas beaucoup. Donc ça reste quand même très très tout public. Moi j'ai trouvé ça assez mignon, le fait que quand le bébé naisse, la première personne qui le prenne c'est Ben. Parce qu'en gros, il y a le côté mignon de cette chose qui a 2 gros doigts, qui prend un bébé si petit et si fragile, donc il y a une poésie qui est marrante. Comme le fait, ça fait beaucoup penser à la série de Bear où joue l'acteur de The Thing. Le fait que la chose en ce film-là adore faire la cuisine, alors que lui, il a des doigts tellement gros qu'il essaye d'avoir quand même une finesse pour cuisiner, donc ça c'est quelque chose qui est assez marrant dans cette petite idée aussi. Et petite remarque aussi que j'ai bien aimé, c'est le fait que Johnny Storm, à chaque fois qu'il croise Herbie, il le caresse d'ailleurs, comme un chien. Donc là, c'est des petits détails de merde,
mais qui humanise les personnages et qui les rendent assez palpables dans cet univers-là. Le fait qu'il caresse le robot, ça humanise le robot et ça montre que le robot fait partie de la famille en fait. Donc c'est des petits détails qui sont assez drôles, comme le fait que Herbie essaye de protéger le bébé de Galactus. C'est mignon, mais tu sais qu'il peut rien faire, tu vois. Donc est-ce que tu reverras le film entièrement? Personnellement, j'ai beaucoup tendance à revoir les films qui me frustrent. Parce qu'à chaque fois, je les regarde en me disant que ça aurait pu être tellement mieux, ça, si la scène d'après c'était ça aurait été tellement parfait. Genre moi, j'ai beaucoup revu Thor 4, par exemple. Ouais, je vois. Parce que Thor 4, c'est un film où je me dis, je vois les bribes de potentiel à chaque fois, mais ça, et du coup, genre, je les savoure avec le peu de moments qu'on a de ça, mais je sais que ça ira pas plus loin, quoi. Donc c'est ça qui me dérange. Les 4 Fantastiques, je sens qu'il y a un potentiel. Après, je sens qu'il peut être exploité dans le sens où, par exemple, personne ne meurt dans le film, tu vois, tout le monde peut revenir. Et l'univers est toujours actif aussi, c'est que l'univers sera de retour dans Avengers Doomsday, l'univers sera encore là. Donc on verra ce qu'ils en feront encore une fois. Ce qui fait que c'est un film que je reverrai, pas tout de suite, hein, parce que là j'ai quand même bien revu. Mais dans l'absolu, c'est un film quand même que j'ai pas non plus me retaper 500 fois, tu vois. C'est surtout le type de film où tu te retapes la séquence du trou noir, la séquence de Galactus, parce que merde, tu vois Galactus au cinéma, c'est trop bien, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ou la séquence d'intro où il y a plein de refs aux comics aussi. Hein. Mais oui, j'espère qu'ils vont nous dévoiler toutes les scènes coupées parce que ça se voit qu'il manque des choses au film. Non. Mais c'est pas des choses qui me dégoûtent. Il y a juste Malkovich qui me dégoûte, parce qu'ils l'ont annoncé, on l'avait vu dans le trailer et là on le voit plus, tu vois. Il n'y a pas des choses comme Gore dans le Thor 4 où Gore, on le voit pas massacrer Dieu, alors que le mec s'appelle Gore, le massacreur de Dieu, tu vois. Là, ça me fait vraiment chier, tu vois. Là, rien me fait chier. Ils ont coupé des séquences, ils ont coupé du gras. Mais ils ont jamais tourné en plus ces séquences, non? Bah si, normalement, il y a une séquence où il tue le grand maître, je crois. Et il y a une séquence où il tue Eitri, hein, Et au final, ça c'est encore pire, parce qu'ils ont coupé ces personnages du film aussi. Ouais. Donc Jeff Goldblum et Peter Dinklage, d'ailleurs. Donc, Thor 4, c'était une boucherie. Hein. Parce que dans ce film-là, au moins, ils gardent l'essentiel, tu vois. L'essentiel qui fait que les personnages ont tous leur développement, leur moment d'amitié. Et ce qui est marrant, c'est que pendant la promo du film, Vanessa Kirby a été enceinte, elle est encore d'ailleurs en ce moment. Donc du coup, je trouve que c'est le meilleur coup de promo du film. Hein. Elle est enceinte alors que son personnage est enceinte. Et c'est marrant que cette fois, Vanessa Kirby joue enfin une femme enceinte qui accouche sans problème, là où elle est surtout devenue connue pour le film Netflix Pieces of a Woman, où là, elle fait une fausse couche et c'est tout le principe du film. Donc là, c'est un petit détail que je voulais évoquer pour le plaisir de l'évoquer. Parce que oui, j'ai toujours beaucoup d'indulgence. Je ne traite pas les films Marvel ou les films de super-héros de manière globale comme des films de cinéma. Parce que ce serait que de manquer respect à cette art-là. En l'occurrence, on n'était pas si loin et je pense qu'on aurait pu tenter le cinéma, mais c'est pour ça que c'est un peu dommage. Avoir la suite, avoir le film Avengers qu'ils vendent du coup. Tu m'inquiètes. Oui, que ça va être intéressant de voir ce que ça va donner, parce que vu le casting, les réalisateurs, enfin ça va être quoi. Je suis très curieux, hein. C'est curieux. Mais parce qu'en vrai, je pense, on sait que les 4 Fantastiques seront vraiment très centrales dans l'histoire, parce que Franklin sera très central, parce que Doom va vouloir Franklin, parce que ce sera une histoire de multivers, et Franklin dans les comics, c'est genre le mec qui peut créer des univers et se téléporter dans le multivers, c'est genre le mec le plus puissant de l'univers Marvel. Hein. Tu mets la femme invisible, Vanda, Sentry, mais en fusionné, lui il est plus fort. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec Franklin, qui va être très important, et la rivalité avec Doctor Doom aussi. Hein. Après le truc c'est, est-ce qu'ils vont vraiment la faire? Parce que déjà je me dis, putain, Pedro Pascal contre Robert Downey Jr., aucun des deux ressemble au perso des comics, physiquement. Donc le duo de malades. Mais ça va être intéressant de voir la rivalité qu'ils vont faire entre les deux, parce que Reed Richards c'est censé être le pire ennemi de Doom. Donc on verra ce qu'ils vont faire, et est-ce qu'ils vont quand même garder le côté Latverie, château médiéval de Doom dans cet univers-là, et pas directement passer dans le côté crossover Avengers X-Men qui va... En vrai ça me fait chier, parce qu'en vrai, idéalement, le méchant dans 4 Fantastiques 2, ça aurait dû être Doctor Doom, là, à ce moment-là. Mais comme il le crame dans les films, et comme c'est Robert Downey Jr. et qu'il coûte trop cher, Robert Downey Jr. il va juste faire les 2 films Avengers, et je pense qu'il va pas revenir après, hein, en Doctor Doom. Alors que Doctor Doom, ça aurait clairement dû être une sorte de Loki, c'est un méchant qui aurait dû être là c'est un méchant qui aurait dû être présent dans plein de films, en mode guest, en mode méchant principal, en mode voilà. Et là, ils vont en faire un méchant pour 2 films, et après ils vont le cramer, quoi. Donc ça fait chier, parce que la rivalité Reed Richards et Doctor Doom, c'est comme Thor et Loki, c'est un truc qui aurait mérité de se développer sur la longueur, en fait. Donc là, tout faire en 2 films Avengers, ça m'embête un peu, et du coup, pour une suite... comme tu as dit, je pense qu'ils seront obligés de faire des menaces typées Annihilus, typées Beyonder, typées des menaces cosmiques surpuissantes. Parce qu'ils vont pas faire un 4 Fantastiques 2 avec le maître des marionnettes. Donc ouais. Déjà qu'ils l'ont quand même claqué là, ils ont mis content qu'ils aient mis quand même beaucoup d'effets pratiques. Donc non, je suis inquiet pour l'avenir, je suis quand même très curieux de voir leur version de Doctor Doom, dans le sens où Doctor Doom a jamais une version réussie.
Donc si au moins la leur est supérieure aux autres versions, ce sera déjà ça, quoi. Écoutez, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce film-là. Tout sera scindé en 25 vidéos sur TikTok également. Donc merci à toi Seb pour cette critique. Et donc on devrait... Je sais pas si on va faire beaucoup de critiques parce que maintenant que les 4 Fantastiques est terminé, il n'y a plus aucun film qui m'intéresse cette année. Quasiment. Je pense qu'on reviendra pour Avatar 3, tu vois, parce que Avatar 3 on est obligé, même si j'en ai un peu rien à foutre en vrai. Mais sinon cette année il n'y a plus rien en termes de films, donc je pense que là c'était vraiment la dernière grosse critique de l'année avec Seb en tout cas. Donc là, du coup le vainqueur, pour moi le 4 Fantastiques c'est le meilleur comic book movie de l'année, mais avec très peu d'écart. Honnêtement avec Superman c'est que sur les 4 films qu'on a eu c'est le meilleur, mais avec très peu d'écart. Mais voilà, j'aurais fait toutes les reviews de tous les comic book movies de l'année, donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, dites-nous ce que vous en avez pensé, et ciao.